suis passé du Olivier qui était tellement démotivé qu'il démotivait les profs au Olivier qui, quand il voyait un obstacle devant lui, il fonçait dedans, il faisait un trou à la Text Avery, tu vois. Tu peux être docteur en physique quantique, des matériaux neutroniques et tout ce que tu veux et ne pas savoir comment placer ton argent. Je veux dire, t'as autant d'éducation financière qu'un élève de CP, littéralement, quoi. Est-ce que j'ai confiance dans le fait que dans 20, 30, 40 ans, 50 ans, l'État pourra financer ma retraite? Moi, honnêtement, je vois ça et je ne suis pas du tout rassuré. Donc, quand tu regardes tout ça, tu te dis, ok, ça serait peut-être mieux que je me crée ma propre retraite. Ce qui est génial, c'est qu'avec un seul indice, vous avez une répartition de votre risque qui est démentielle, en fait. Clairement, quand tu repères un risque asymétrique dans ta vie, en général, tu dois les prendre. Parce que tu peux perdre, mais si tu perds, c'est pas grand-chose. Et si tu gagnes, c'est énorme. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on se retrouve en mode interview pour explorer un parcours passionnant et rempli de rebondissements. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Roland, entrepreneur, investisseur et auteur à succès. Salut Olivier. Salut Alex. Donc c'est un immense plaisir de t'accueillir sur la chaîne Alti. Aujourd'hui on va parler ensemble d'investissement sur les marchés financiers, d'entrepreneuriat, d'éducation financière et bien plus. Mais avant ça, je voulais te présenter très rapidement. Tu es né en France, tu as grandi dans le nord de la France. Et si on t'a invité aujourd'hui, c'est que ton histoire, c'est un véritable témoignage de courage, d'innovation et aussi de rupture avec, entre guillemets, le conventionnel, si on peut dire. Dès l'âge de 19 ans, tu as abandonné le parcours scolaire classique pour créer ta première entreprise de services informatiques. Tu te retrouves rapidement confronté à travailler plus de 70 heures par semaine et tu fais face à un problème d'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Tu as donc repensé ton approche de l'entrepreneuriat pour que ton entreprise soit au service de ta vie et non l'inverse. Tu as créé également la communauté des rebelles intelligents qui inspire des milliers de personnes à changer leur vie. C'est plus de 450 000 personnes qui te suivent sur les différents réseaux sociaux, plus de 2500 vidéos sur YouTube. Tu as également écrit le best-seller « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » qui a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Tu as de multiples casquettes, comme tu l'indiques d'ailleurs dans ton livre, archéologue amateur, plongeur, pilote d'avion. Tu voyages chaque année dans de nombreux pays et tu es conférencier international. Tu as également une casquette d'investisseur dont on a moins connaissance et qui pourtant est d'ailleurs d'une puissance spectaculaire. On en rediscutera ensemble dans cette émission. Donc merci Olivier d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, tu as aussi écrit la préface de mon livre « Gagner de l'argent grâce au marché financier » où tu parles de nombreuses lacunes à l'école en termes d'éducation financière et de l'importance d'investir sur les marchés financiers le plus tôt possible pour sécuriser sa vie et gagner en liberté. Et justement, ma première question, c'est est-ce que tu peux développer ce qui t'a poussé à mettre la liberté au service de ta vie et est-ce que tu penses que ton enfance a joué un rôle là-dedans? C'est une excellente question. Là, on va faire un peu de psychanalyse. Là, tu veux que je parle de mon enfance? Exactement. C'est vrai que depuis que je suis tout petit, si tu demandes à ma mère, elle va te dire que j'ai toujours été indépendant. Tu vois, c'est ce qu'elle dit, indépendant. Donc, j'ai toujours aimé avoir la liberté de faire ce que je veux, en tout cas dans des limites raisonnables, et en tout cas avoir la liberté d'explorer la vie comme je l'entends et de me créer mes propres aventures. Et pourquoi je suis comme ça? Écoute, c'est un peu difficile pour moi de te répondre. Je pense que c'est un mix de génétique et puis probablement de l'environnement dans lequel je suis né. En tout cas, c'est sûr que très très tôt, j'ai eu cette envie d'être libre, d'explorer et de créer mes propres aventures. Avant même de me lancer dans l'entrepreneuriat, l'activité tout de suite à laquelle je pense quand je pense à liberté, c'est que j'ai été scout pendant 4 ans. Ouais. Et un truc qui était génial, pendant les scouts, tous les ans, on allait donc faire un grand camp dans la nature, dans un coin complètement paumé, c'était en Creuse ou dans le Jura. Et pendant ce grand camp, on avait 3 jours pendant lesquels chaque patrouille partait comme ça littéralement à l'aventure. On décidait en fait avant, ok, on va passer par tel village, on va marcher 25-30 km par jour avec nos sacs et on allait faire ça et on ne savait pas comment on allait dormir sur place. Et t'imagines quand tu as entre 12 et 14 ans, c'est une aventure qui est en dehors de la zone de confort de quasiment tous les jeunes de cet âge. Et nous, on faisait ça et on adorait ça. Tu vois. Donc on crée notre itinéraire.
on faisait la marche, donc 25-30 km par jour en plein été, dans des endroits assez chauds, avec des sacs qui pouvaient peser assez lourd. Et une fois qu'on arrivait sur place, il fallait trouver où dormir. Et si on ne trouvait pas, il fallait dormir à la Belle Étoile. Et on avait juste un petit peu d'argent que les chefs nous avaient donné. Et tous les soirs, on avait rendez-vous avec les chefs au lieu-dit. Et moi, j'ai fait ça, c'était au début des années 90, donc il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet. Et ça, ça peut être quelque chose qui peut être assez flippant pour plein de parents ou de jeunes de cet âge, mais pour nous, c'était juste extraordinaire. Et je pense que ça, c'est un des trucs qui m'a donné le goût, tu vois, de l'aventure basée sur la liberté. C'est hyper intéressant, c'est vrai que du coup tu as dû par toi-même essayer de te débrouiller pour ne pas dormir à la Belle Étoile, puisque je présume que c'était aussi l'objectif de dormir dans des conditions les plus intéressantes. On n'a jamais dormi à la Belle Étoile, on a toujours trouvé quelqu'un pour nous héberger. Bon, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, tu es arrivé à te débrouiller. Est-ce que tu penses que se débrouiller fait aussi partie des clés pour devenir libre ? Et je pourrais enchaîner justement sur la fameuse création de ton système de liberté que je trouvais hyper intéressante et inspirante. Pour la petite information, en 2016, j'avais d'ailleurs lu ton bouquin qui m'avait énormément inspiré et qui a changé pas mal de choses dans ma tête, des déclics sur les piliers de l'entrepreneuriat aussi notamment. Et est-ce que tu pourrais partager justement quels sont les déclics que tu as pu avoir par rapport à l'entreprise dans les systèmes informatiques dont j'ai pu évoquer dans l'introduction, et quelles ont été les étapes de la création de ta liberté professionnelle et financière ? Déjà, j'étais quelqu'un de très timide étant ado. Je parlais à peine aux filles, pour moi c'était terrifiant. Et je me suis retrouvé dans une situation drôle, ironique plutôt, qui était que j'étais dans une première littéraire, donc j'étais dans une classe de 32 personnes, il y avait 28 filles, tu vois. Donc j'étais pas super à l'aise à l'école. En plus, c'était une époque où, comme beaucoup d'ados, j'étais rebelle, j'étais pas du tout intéressé par le contenu à l'école, dans le système éducatif. En fait, littéralement, j'étais complètement démotivé, au point que je dormais en classe et au point où je me suis même fait convoquer par le directeur de mon lycée qui m'a dit il faut faire quelque chose parce que là, vous êtes tellement démotivé que vous démotivez certains profs. Il y a des profs qui veulent plus faire cours quand vous êtes dans la salle. T'imagines, hein? Donc, je suis dans cette situation, tu vois, et à côté de ça, comme j'étais très timide, comme beaucoup de timides, j'ai trouvé une sorte de voie salutaire qui est l'univers informatique, parce que l'univers informatique a deux grandes qualités pour les timides. Un, c'est quelque chose de passionnant où vraiment tu peux passer toute ta vie et toujours apprendre des trucs. Et deux, ça ne demande pas beaucoup d'interaction humaine. Donc pour un timide, c'est parfait. Et j'ai développé en fait des compétences informatiques. T'es derrière un écran et c'est parfait, ouais. Voilà. Exactement. Et bon, j'étais quand même pas complètement asocial. Donc j'avais notamment un ami qui était aussi passionné par l'informatique. Et un jour, on s'est dit, t'as vu, on a quand même des compétences en informatique qui sont vraiment supérieures à la moyenne des gens. La preuve, on a toujours des gens qui viennent nous poser des questions pour des problèmes qui leur paraissent insurmontables et que nous, on résout comme ça. Et on part de ce constat et on part d'un autre constat où on voit bien que le service après-vente des magasins de l'époque est vraiment nul. On a pu l'expérimenter nous-mêmes. Les délais de réparation sont longs, c'est pas terrible. En plus, il faut amener ton PC au magasin et tu l'as pas pendant 2 semaines. Enfin, c'est vraiment pas bon, tu vois. Et là, on se dit, mais tiens, est-ce qu'on pourrait pas gagner de l'argent en proposant nos services nos compétences informatiques pour faire des réparations à domicile. Comme ça, les gens, ils n'ont pas besoin d'amener leur PC au magasin, ça va plus vite, etc., etc. Là, tu vois, on a fait quelque chose d'intelligent, en particulier pour des jeunes aussi immatures, j'ai envie de dire. C'est que plutôt que de faire des plans sur la comète, de dire, OK, on va faire un business plan et tout ça, d'ailleurs, on ne savait même pas ce que c'était, mais on s'est dit, tiens, on a une idée, comment on peut la tester concrètement sur le terrain? Et on l'avait pas formulé comme ça, mais l'idée c'était comment on peut faire un truc simple, tu vois, qui va pas chambouler nos vies, qui va pas nous coûter beaucoup d'argent. Si on se plante, il y a pas mort d'homme, on continue notre vie comme si de rien n'était. Mais voilà. Mais tu avais un objectif déjà de financier, on va dire, de résultat ou pas encore à l'époque ? On voulait voir si ça allait nous rapporter plus que ça coûtait déjà, tu vois. On a passé une petite annonce dans un journal d'annonces local. Donc c'était en 1999, hein, tu vois. Donc et un journal d'annonces gratuit. Hein, ça nous a coûté. Alors c'était en francs à l'époque, donc je convertis. Ça nous a coûté environ 10 € pour mettre cette pub. Et en un mois, on a fait à peu près 800 € de chiffre d'affaires. Tu dis waouh quoi, t'as des étoiles dans les yeux. En plus, on a vu que concrètement, on n'était pas en train de rêver. Tu vois, on avait vraiment des compétences qui aidaient les gens. On a vu que les gens étaient contents, qui nous payaient. Mais là, tu vois, ça c'est intéressant parce que l'expérience m'a transformé. Parce que quelques mois plus tard,
j'étais complètement méconnaissable, tu vois. Je suis passé du Olivier qui était tellement démotivé qu'il démotivait les profs, au Olivier qui, quand il voyait un obstacle devant lui, il fonçait dedans, il faisait un trou dedans, à la Text Avery, tu vois. Et pourtant, j'étais le même, tu vois. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux? J'ai trouvé entre les deux un projet qui me remplissait de l'intérieur, qui me motivait, que je voulais absolument accomplir. J'ai pas foncé tête baissée, tu vois. Je t'arrête pas à l'école à 18 ans pour créer ta boîte comme ça sur un coup de tête. On a fait une expérience scientifique. On l'avait pas formulé comme ça à l'époque, sur le terrain, qui a montré qu'effectivement, on n'était pas en train de rêver. Alors, je dis au début, j'ai fait expérience avec cet ami, et après, lui, il a décidé de continuer ses études. Moi, j'ai créé ma boîte tout seul. On parle d'études et notamment l'impact des études que ça peut avoir chez la plupart des entrepreneurs, des investisseurs. Toi, ton cas est hyper intéressant puisque tu aimes bien le dire que tu as un bac-2. Ouais. Est-ce que tu penses que faire des grandes études, c'est obligatoire pour réussir, que ce soit à créer sa propre liberté, à créer sa propre valeur? Qu'est-ce que tu penses de l'éducation et surtout de la place de l'éducation financière dans le système actuel? Oui, alors c'est pas du tout obligatoire de faire des grandes études pour réussir. Après, je dis pas que c'est obligatoire de pas faire d'études pour réussir, tu vois. Bien sûr que je mets une nuance, parce que les gens qui peuvent s'arrêter au titre de mon livre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, vont peut-être penser que je fais une sorte d'apologie du fait d'arrêter les études. Pas du tout. Faut pas s'arrêter au titre, c'est comme pour tout livre. Mais ce que je dis en fait dans mon livre, en substance, c'est que on prend trop souvent le système éducatif comme une vache sacrée intouchable qu'on peut pas critiquer, alors que c'est un système humain et que comme tout le système humain, il n'est pas parfait, il a différentes failles. C'est un système qui a beaucoup d'inertie, qui a du mal à suivre l'évolution de la société, des technologies modernes et tout ça. Il faut faire attention à certains biais qu'il a et qui peuvent parfois être des obstacles pour réussir. Quand tu regardes les racines historiques du système éducatif français, mais c'est pareil dans quasiment tous les pays occidentaux, ça a été créé grosso modo à la fin du 19e siècle. Et il y avait des objectifs précis à l'époque qui étaient qu'il fallait que le système scolaire donne des citoyens qui soient suffisamment éduqués pour être productifs dans une société industrielle de l'époque. Donc ça voulait dire que le système éducatif a été conçu dès le début. Pourquoi? Pour avoir des bons employés, des bons ouvriers, des bons soldats. Parce qu'on ne voulait pas en fait de rebelles, d'iconoclastes, de gens qui sortent des sentiers battus et qui remettent en cause l'autorité. À la fin du XIXe siècle, c'était considéré comme dangereux parce que les iconoclastes, les rebelles, les gens qui sortaient des sentiers battus, c'était des révolutionnaires. Ce système fonctionne pour plein de gens, mais justement, tous les gens qui sont rebelles, iconoclastes, qui pensent différemment, qui se sentent pas intégrés dans le système éducatif, ça n'a pas été conçu pour eux. Et je pense que fondamentalement, c'est un système qui va plus les broyer qu'autre chose. Je dis pas qu'il va rien apporter du tout, c'est pas vrai, bien sûr que ça va apporter des choses, mais il faut avoir conscience de ça. Et je dis pas que les gens comme ça doivent forcément quitter le système scolaire, mais simplement qu'ils doivent avoir cette prise de conscience et savoir contourner les limites du système par eux-mêmes. Non, bien sûr, et je vois bien, hein, tu vois, nous deux, on a un parcours scolaire qui est totalement différent. Moi, j'ai fait un master en école de commerce en alternance. Toi, tu as arrêté avant. Et pour autant, j'ai le même ressenti que toi sur le fait qu'on puisse être mis dans des cases et qu'à l'époque, en tout cas dans ma génération et encore dans ta génération aussi, on voulait mettre en avant, par exemple, les bacs scientifiques. Et moi, j'ai pas fait un bac scientifique, j'ai fait un bac STG parce que j'avais le feu en moi de me dire, voilà, j'ai envie de créer ma propre valeur, j'ai envie de faire autre chose que juste des mathématiques et de la science, même si c'est un domaine qui est hyper intéressant, mais c'est pas ce qui m'excitait au quotidien. Et j'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, plus les années passent, plus on arrive quand même avec les générations plus jeunes à libérer la parole et à essayer d'être de moins en moins dans des cases. D'ailleurs, on le voit très bien avec, notamment sur YouTube. Je regarde pas mal de chaînes de cuisine où tu vois que les générations plus jeunes commencent effectivement à être de plus en plus dans les travaux manuels, dans les choses qui les font kiffer et moins dans suivre un cadre strict. Et je pense que l'investissement et l'entrepreneuriat a sa place évidemment là-dedans. Et ça m'amène à te parler justement de la sécurisation de son avenir. Est-ce que tu penses que faire confiance uniquement au système, par exemple, de retraite, c'est une bonne stratégie pour sécuriser son avenir?
Alors, pas du tout. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai zappé la partie de ta question. Tu me demandais ce que je pense de l'éducation financière à l'école. Donc, ça me permet de raccrocher un peu les wagons. En gros, ce que je pense de l'éducation financière à l'école, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'elle est inexistante. C'est une des grandes tares de l'école. Il y en a plein d'autres, hein, mais je veux dire, tu peux, tu vois, sortir du système scolaire avec des titres incroyables. Tu peux être docteur en physique quantique, des matériaux neutroniques et tout ce que tu veux. Et ne pas savoir comment placer ton argent. Je veux dire, t'as autant d'éducation financière qu'un élève de CP, littéralement, quoi. Comme si on vivait pas dans une société capitaliste où l'argent est omniprésent. Je veux dire, et comme si nous, on n'allait pas devoir gérer de l'argent dans notre vie, tu vois. Bien sûr que si, tu vois. Ça a énormément d'effets négatifs en cascade. Notamment, il y a plein de gens qui se retrouvent surendettés en partie parce qu'ils savent pas gérer. Et puis, il y a effectivement comment tu sécurises ton avenir. Et beaucoup de personnes, par défaut, vont faire confiance à l'État et parce qu'ils ne réfléchissent même pas à d'autres stratégies possibles parce qu'ils ne savent même pas que c'est possible en général. Et le problème de la retraite aujourd'hui garantie entre guillemets par l'État, c'est que quand on regarde les chiffres, malheureusement, c'est pas très rassurant. Ça va pas dans le bon sens. Il y a plein d'indicateurs qui montrent que c'est vraiment pas bon. Déjà, quand on regarde la démographie, je veux dire, c'est pas compliqué, hein. En 50 ans, on est passé d'une espérance de vie, alors je vais dire les chiffres de tête, donc ça va peut-être pas être ultra précis, mais en tout cas, c'est directionnellement vrai. On est passé d'une espérance de vie de 60 à 80 ans, hein. Et en plus, les jeunes font de plus en plus d'études, donc ils rentrent de plus en plus tard dans la vie active. Et donc tout ça fait que y a de moins en moins d'actifs par retraité. Et on a peut-être divisé par 2 ou 3 le nombre d'actifs par retraité. Là, si aujourd'hui il y a deux actifs pour un retraité, il faut financer 50% de la retraite de quelqu'un. C'est pas du tout le même chiffre. Et quand ensuite tu regardes justement si les comptes des retraites sont à l'équilibre ou pas, c'est une cata. C'est une cata, il y a des caisses qui ont dû être fusionnées parce que sinon elles allaient faire faillite et tout ça. Enfin, tu vois bien que c'est une sorte de fuite en avant et tu te dis waouh, ok, est-ce que j'ai confiance dans le fait que dans 20, 30, 40 ans, 50 ans, l'État pourra financer ma retraite? Moi, honnêtement, je vois ça, je ne suis pas du tout rassuré. Donc, quand tu regardes tout ça, tu te dis ok, ça serait peut-être mieux que je me crée ma propre retraite. Et c'est une des choses qui m'a d'ailleurs poussé à m'expatrier. Moi, je suis parti de France en 2015. D'abord, j'ai vécu à Londres pendant 3 ans, ensuite à Dubaï. Et je savais très bien, en quittant la France, que je faisais une croix sur ma retraite. Et ça ne m'a pas du tout posé problème. Au contraire, j'étais content parce que je me suis dit, voilà, en France, on est obligé. On ne peut pas sortir du système de retraite, c'est obligatoire. Donc, le seul moyen de plus cotiser au système français de retraite, c'est de se séparer. C'est ce que j'ai fait. Et j'étais très content de le faire parce que je me suis dit, ça y est, enfin, je me libère du système dans lequel je ne crois plus. Et à la place, je vais pouvoir me faire ma propre retraite. Que vous restiez dans votre pays d'origine ou pas, hein, mais dans tous les cas, vous devez avoir une stratégie pour assurer votre propre retraite. Qu'est-ce qui se passe si mon pays ne peut pas assurer ma retraite, en tout cas à un niveau qui n'est pas celui auquel je pense aujourd'hui? Déjà, on peut être à peu près sûr que l'âge de la retraite va augmenter. Ça me paraît compliqué d'avoir une retraite en dessous de 70 ans à terme, honnêtement, à moins qu'il y ait des gains énormes de productivité. Alors, peut-être qu'avec l'IA et la robotique, ça va compenser, on verra, hein. Mais je partirais sur cette hypothèse. Je ne pars pas à la retraite avant 70 ans. Et si je touche quelque chose, ça va forcément être inférieur à ce que je pense et à ce que j'ai besoin. Du coup, comment je fais? Quelle stratégie je mets en place pour pouvoir au moins compenser, avoir un complément de revenu et idéalement même pouvoir me passer complètement du système de retraite de mon pays? Oui, parce qu'on le voit, et notamment en ce début d'année 2024, avec l'impact social sur les grèves qu'il y a pu avoir contre la retraite et le mécontentement de milliers, voire de centaines de milliers et de millions, je pourrais même dire, de Français, qui, entre guillemets, avaient signé un pacte il y a 40 ans pour travailler plus de 45 ans et qui, au final, se retrouvent à faire 2 ou 3 années supplémentaires à travailler pour une retraite qui est inférieure à ce qu'ils avaient prévu. Donc on voit qu'il y a une nécessité urgente pour la population, pour tout le monde, de comprendre que la création d'un système de retraite personnel est une excellente manière de sécuriser son avenir, d'arrêter d'avoir peur sur qu'est-ce que j'aurai plus tard pour mes vieux jours, entre guillemets, et de s'éduquer financièrement. Et du coup, ça me pousse évidemment à centrer la discussion sur les marchés financiers qui sont un pilier extrêmement intéressant pour sécuriser son avenir, se créer des revenus complémentaires, pas seulement si vous êtes salarié, pas seulement qu'un
qu'un salaire qui va tomber chaque mois, mais d'avoir par exemple des dividendes ou même un portefeuille qui prend de la valeur au fur et à mesure du temps, que ce soit dans les actions classiques, même les crypto-monnaies plus récemment, parce qu'on en parle énormément en ce moment avec le bull run. Qu'est-ce qui, de ton côté, toi Olivier, t'a poussé à t'intéresser au marché financier? Écoute, c'est quand j'ai découvert que… Alors, pendant longtemps, la bourse ne m'intéressait pas. Je voyais ça comme une sorte de casino. Et surtout, j'étais vraiment focus sur mes business. Okay. Et je n'avais pas envie de passer du temps à… Pour moi, j'avais l'image, tu vois, que pour gagner de l'argent en bourse, il fallait passer 2 heures par jour au minimum devant son écran, surveiller des indices, tu vois, et que sans ça, tu ne pouvais rien faire. Donc, pour moi, ce n'était pas pour moi. Puis après, j'ai découvert, en fait, une manière d'investir en bourse qui m'a vraiment ouvert mes chakras, tu vois, qui m'a converti. C'est une approche qui est extrêmement passive, en fait, et qui consiste tout simplement à investir dans les indices de marché, en fait. Et le gros avantage de ça, enfin, il y en a deux grands. Donc, tu suis le marché quasiment à la perfection. Alors, c'est pas, il y a des petits écarts, mais c'est quand même très, très léger. Et derrière, comme il n'y a pas vraiment d'intervention humaine, il y a beaucoup moins de salaires à payer et du coup, les frais sont très faibles. Typiquement, sur un ETF qui suit le SP500, tu peux avoir du 0,10% ou du 0,15%. Ce qui est vraiment très bas. La plupart des fonds actifs sont plutôt à 2 ou 3%, ce qui est énorme. Il ne faut pas croire que ce n'est pas beaucoup. Les gens, des fois, ils se disent 2-3, ça va. Surtout sur le long terme, l'impact des frais est important en plus. Là, si on est par exemple à 7, vous enlevez 3% d'inflation, il vous reste 4. Votre fonds vous prend 2. Il ne vous reste plus que 2% de ce que vous avez vraiment gagné en argent. Donc, ça va vite en fait. Là, quand vous êtes sur un système automatisé avec 0,10, 0,20, 0,30, vous le sentez beaucoup moins et sur le long terme, ça fait une différence absolument démentielle. C'est comme passer en gros de 8 à 10% de taux. Enfin, voilà, vous prenez n'importe quel taux d'intérêt, vous rajoutez 2% et ça vous donne à peu près une idée de ce que ça va vous faire gagner. En plus, sur 20 ans, c'est démentiel la différence que ça fait. Donc, si on devait… donc, actuellement, en fait, ça ne te prend pas beaucoup de temps, si je comprends bien, d'investir sur les marchés financiers. Non, voilà. Ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin, en fait, d'étudier. Tu n'as pas besoin de suivre les nouvelles financières. Tu n'as pas besoin d'étudier ce que font les entreprises. Tu n'as pas besoin de voir si, tu vois, elles sont surcotées ou sous-cotées. Tu t'en fous de tout ça. Pourquoi? Parce que quand tu regardes… Alors, à condition que tu aies la bonne psychologie, ça c'est important. Quand tu regardes historiquement… tu regardes le SP500 par exemple, en moyenne, il a pris 10% par an. Ce qui est énorme. Mais avec beaucoup de volatilité. C'est-à-dire que tu as des années, certaines années, ça fait moins 30, d'autres années, ça fait plus 30. Certaines années, les années où il y a des gros cracks, ça peut faire moins 50. Et ça peut mettre plusieurs années avant de revenir au niveau antérieur, au plus haut antérieur. Donc, il y a beaucoup de volatilité. Mais quand tu regardes sur le long terme, c'est quasiment garanti que tu vas faire plus que ce que tu as mis. En fait, il y a eu beaucoup de recherches sur le sujet, c'est ça qui est intéressant. Et en gros, les chercheurs ont montré que si tu as un horizon de 30 ans, ton risque est de 0. Alors, il n'y a jamais de risque 0, 0, 0 en investissement. Oui, il n'y a jamais de risque 0, mais on comprend. Voilà, parce que c'est vrai qu'on dit souvent le passé ne augure pas de l'avenir. Peut-être qu'il y a des différents facteurs qui vont faire que ce que je viens de vous dire n'est plus vrai. Mais ça fait quand même très très longtemps que c'est vrai. Et il n'y a pas vraiment de raison de penser que dans les 50 prochaines années, ça va être différent. Surtout en termes de gestion des risques, comment tu gères toi le risque? Est-ce que tu investis tout d'un coup ton enveloppe? Ou alors est-ce que tu vas… je ne sais pas, investir une fois par mois, une fois par trimestre. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Oui, écoute, moi ce que je fais en fait, c'est que j'investis tous les mois. Donc je fais du DCA, du Dollar Cost Average, et je répartis à 50% dans la bourse et 50% en crypto. Ce que je ne recommande absolument pas de faire au début, d'accord? C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai un patrimoine suffisant pour que je puisse arrêter de travailler jusqu'à la fin de ma vie si je veux. Donc je me permets de prendre un petit peu plus de risques qu'avant. Parce que tout l'argent que je mets en crypto, c'est de l'argent où je me dis, ok, si je le perds, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, j'aurai déjà tout mon patrimoine déjà actuel et ça me suffit. D'accord? Donc, c'est pas ce que je recommande aujourd'hui. Mais par contre, sur l'investissement ETF, ça, je peux le recommander, à condition que vous ayez la bonne psychologie. On va peut-être revenir là-dessus justement, parce que justement, c'est important sur la gestion du risque. J'investis tout l'argent que je mets en bourse, je le mets sur un seul ETF, qui est un ETF World. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ETF World? Donc, je vous ai dit, il y a des ETF qui sont liés à des indices. Il y a plusieurs ETF du SP500. Mais vous avez encore mieux, vous avez un indice World
enfin, c'est un autre des ETF World qui ont été créés et qui sont en fait un agrégat comme ça de plein d'indices. Et typiquement, un indice World classique, celui dans lequel j'investis, il doit investir dans à peu près 50 pays différents et dans quelque chose comme plus de 2000 entreprises. Donc, ce qui est génial, c'est qu'avec un seul indice, vous avez une répartition de votre risque qui est démentielle en fait. Et vous investissez en fait dans l'économie mondiale. Et vous savez que tant qu'on va continuer à avoir une croissance économique qui vient en grande partie des innovations technologiques, est-ce que vous pouvez regarder autour de vous, est-ce que les innovations technologiques sont en train de ralentir ou de s'arrêter? Non, on peut constater que ça continue. Donc, on sait que l'économie va continuer à progresser, le monde va devenir de plus en plus riche de manière générale. Et bien là, vous êtes directement connecté aux 3000 ou 2 ou 3000 plus grandes entreprises du monde dans les 50 pays qui comptent le plus. Donc, vous êtes directement branché sur l'économie mondiale. Ça, c'est génial. Du coup, vous n'avez pas besoin de vraiment étudier. Alors, il peut y avoir des années où il y a des cracks où vous perdez moins 50%. C'est là où on en arrive à la psychologie, en fait. Parce que ça marche très très bien cette approche passive et ça peut littéralement demander 5 minutes par an. Hein. Moi je fais ça tous les mois, ça me prend 5 minutes par mois. Vous pouvez juste investir la somme que vous avez une fois par an, ça marche aussi. Hein. La bonne psychologie c'est quoi? Obligatoirement à un moment il va y avoir un crack. Ça arrive régulièrement, typiquement une fois par décennie, ça peut être un peu plus, un peu moins. Hein. Donc on sait que ça va arriver. Par contre on ne sait pas quand ça va arriver exactement. Si on le savait, tout le monde serait riche. Mais on sait que ça va arriver à un moment. Ça veut dire que le jour où il y a un gros crack, vous devez, quand vous vous loguez sur le compte de votre broker et que vous voyez qu'en théorie, vous avez perdu la moitié de votre argent, alors je dis en théorie parce que tant que vous n'avez pas vendu, ce n'est pas vraiment d'argent perdu, vous devez vous dire « Waouh, c'est génial, c'est les soldes ». Si vous vous dites « Waouh, mon Dieu, je suis en train de perdre moins d'argent, il faut que je vende avant d'avoir tout perdu », vous n'avez pas la bonne psychologie, cette stratégie n'est pas pour vous. On peut prendre l'exemple du Covid. Qui était un exemple hyper intéressant. Ouais. On a vu une chute spectaculaire de plus de 34% des marchés en quelques semaines, qui, d'un point de vue, moi purement investisseur marché financier, je l'ai exactement vu comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que c'est une période où justement mon prix d'achat moyen, c'était un superbe moment pour le baisser. Et à avoir des actions qui sont du coup entre guillemets à prix soldé, me permettant après de reprendre la vague montante. Et c'est ce qu'on a vu sur les marchés, ils n'ont jamais autant récupéré aussi vite que l'après post-Covid. Donc c'est la psychologie et c'est souvent le cas du trader et de l'investisseur qui effectivement prend le recul nécessaire sur entre guillemets des petites périodes de crack, et on sait très bien que ça va arriver de toute façon, comme tu l'as très justement dit, une fois par décennie. Voilà. Donc il faut être solide à ce niveau-là. Et ça m'amène à te poser la question, quel est ton objectif vis-à-vis par exemple de tes ETF? Est-ce que tu t'es dit, telle année, je clôture tout et je sais pas, je me paye le plus beau bateau du monde? Comment tu vois les choses à ce niveau-là? Parce que là, en fait, tu construis de la valeur un patrimoine qui grossit au fur et à mesure du temps. Est-ce que tu as vocation à le prendre à un moment donné ou voilà? Est-ce que tu peux partager ça? Absolument. Alors moi j'ai absolument la même philosophie que Warren Buffett sur le sujet. Warren Buffett, il adore dire la durée moyenne pendant laquelle je souhaite garder mes actions, c'est tout le temps, toute la vie. Tu vois, et ce qu'il veut dire par là, alors lui, il n'a pas du tout la même approche que celle que je viens de décrire, hein, mais lui, en fait, il adore investir dans des business dans lesquels il croit sur le très long terme. Il n'est pas là pour jouer au casino. Et c'est pareil pour moi. Moi, pareil, j'ai envie de garder ça toute ma vie. Et ma stratégie par rapport à ça, en fait, c'est simplement d'avoir, déjà, de quoi vivre si jamais, tu vois, j'en ai marre de l'entrepreneuriat, je pense pas, mais tu vois, ou qu'il m'arrive quelque chose, ou que je me fais disrupter, on n'est jamais à l'abri, hein, peut-être qu'on sera tous remplacés par des IA dans 10 ans, on va savoir. Voilà, c'est d'avoir donc un patrimoine pour pouvoir être tranquille, mais aussi, peut-être qu'un jour, je serai fatigué ou voilà, j'aurai des problèmes de santé ou que sais-je, et je devrais prendre ma retraite. Et dans ce cas-là, voilà. Donc j'ai un petit peu d'immobilier, on pourra peut-être en reparler si tu veux, mais j'aime pas l'immobilier, moi je vois ça comme un mal nécessaire, donc voilà, ça c'est quelque chose. Mais surtout, je compte surtout sur la bourse en fait pour assurer ma retraite avec la fameuse règle des 4%. Donc, qu'est-ce que c'est que cette règle? En fait, c'est pareil, il y a eu des chercheurs qui ont étudié ça et en gros, ils ont trouvé, ce qui est génial, c'est qu'on a quand même beaucoup de données historiques, on peut remonter assez longtemps en arrière, plus de 100 ans,
quelque chose quand même 140 ou quelque chose comme ça, parce qu'on a vraiment les données de la bourse qui sont précises. Et ils ont fait comme ça des simulations pour essayer de trouver, OK, quelqu'un qui a un capital comme ça investi en bourse, combien il peut retirer chaque année pour justement vivre de ça, sans que ça risque qu'un jour il se retrouve sans capital ou que ça diminue trop son revenu au bout d'un moment. Et ils ont trouvé le chiffre magique de 4%. En disant, voilà, si vous prenez 4% chaque année, nous, dans nos simulations, il n'y a aucun scénario dans lequel votre capital se diminue vraiment de manière significative, ou même complètement au bout de 20 ou 30 ans. Ça veut dire que tu vas pouvoir vivre ton capital ad vitam aeternam. Ça, c'est génial. Et voilà. Après, si tu peux être un peu plus agressif ou un peu plus conservateur, tu peux prendre 3% par an ou 5% par an. Mais 5% par an, tu as déjà un peu plus de risque. Au bout d'un moment, ça diminue. Le problème, c'est que si ton capital commence à diminuer, chaque année, tu vas avoir un revenu qui s'amoindrit, forcément, alors que l'inflation continue, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc là, mon objectif, mais bon, j'y suis déjà, hein, c'est d'avoir un capital suffisant pour que quand je prenne 4% par an, eh bien, je puisse vivre tranquillement. Et tu parlais tout à l'heure de crypto-monnaie. Est-ce que tu as une évolution justement de ta stratégie? Avant, tu devais mettre 100% sur la partie action ETF et récemment, tu t'es découvert une passion pour les crypto-monnaies. Comment tu vois les choses? Je sais que tu as fait un peu de stacking ou en tout cas de mining. Est-ce que tu peux en parler? Écoute, je m'étais intéressé au Bitcoin en 2013. Donc, je sais que tu es assez précurseur là-dessus, donc c'est hyper intéressant. Ouais, bah alors, c'est un peu dommage parce que je m'étais intéressé juste dans ma démarche de geek. Moi, à la base, donc, tu sais, je suis compétent en informatique. Donc, je m'étais plus intéressé aux défis techniques de miner des bitcoins sur mon ordinateur. À l'époque, on pouvait faire ça sur son ordi, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Plus que par le bitcoin en lui-même. Donc, j'en ai miné un petit peu en 2013 sur mon GPU, voilà. Et je me suis pas… voilà, après, une fois que j'ai miné mes bitcoins, je les ai gardés. Mais j'ai arrêté parce que voilà, je me suis dit ok, j'ai réussi le défi technique, super, et je suis passé à autre chose. Tu vois, grosse erreur. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. On a tous fait une erreur par rapport au Bitcoin, n'est-ce pas? On s'y est jamais mis assez tôt, n'est-ce pas? Exactement. Et donc quelques années plus tard, je me suis réintéressé au sujet. Notamment puisqu'on a un ami en commun, Franck Roca, qui était vraiment, qui je pense qui est toujours à fond dans les cryptos et qui prêchait un petit peu la bonne parole, tu vois. Donc je me suis réintéressé au sujet et je me suis dit que effectivement, en fait, certaines cryptos et notamment pour moi le Bitcoin et l'Ethereum ont les caractéristiques d'un pari asymétrique. Qu'est-ce que c'est qu'un pari asymétrique? Et je crois que j'ai appris ce terme dans un livre de Nassim Taleb, je crois que c'était dans Le Signe Noir, à vérifier. Mais en fait, c'est cette idée qu'il y a parfois dans la vie, tu vas avoir une opportunité de prendre des risques, mais des risques très intéressants, parce que si tu perds pas grand-chose, mais si tu gagnes énormément. C'est tout le concept d'un pari asymétrique. Non, mais j'ai un superbe exemple pour illustrer ton propos. J'ai un ami qui, en 2017, il avait vendu ses meubles, il avait investi de son appartement, il avait investi 9 000 euros, donc il avait réussi à se dégager une poche de 9 000 euros pour investir sur le Bitcoin et il a revendu quelques années plus tard à 2 millions d'euros. Donc effectivement, tu parlais d'investir le plus tôt possible. Je pense qu'on a tous fait l'erreur de pas investir. De pas investir assez tôt dans le Bitcoin. De pas investir voilà, assez, ça évidemment. c'est sûr. Et on le voit encore aujourd'hui. Mais donc tu vois, je pense, voilà, clairement quand tu repères un risque asymétrique dans ta vie, en général tu dois les prendre. Parce que tu peux perdre, mais si tu perds, c'est pas grand-chose, et si tu gagnes, c'est énorme. Donc, comment tu appliques ça aux cryptos? Je pense que les cryptos ont un potentiel non négligeable. Certaines cryptos, hein, pas toutes. Moi, j'ai surtout étudié Bitcoin et Ethereum, c'est ça qui m'intéresse. Personnellement, je crois en leur valeur, mais faites vos propres devoirs, ok? À vous d'étudier la chose. Je pense qu'il y a un potentiel non négligeable qui fasse x10, voire même x100 dans les 20 années à venir, tu vois? Et c'est pas certain, c'est possible que, au contraire, ça tombe à zéro. Hein. Il y a un risque, clairement. Mais tu vois, je me dis, tout le monde, je pense, devrait mettre 5% de ses investissements en crypto. Ou un chiffre avec lequel vous êtes compensable, ça peut être 1%. D'accord, c'est pas obligé d'être 5. Mais en tout cas, un petit chiffre où vous vous dites, ok, tout l'argent que je mets dedans, c'est pas grave si je le perds. Et vous vous attendez à le perdre, d'accord? Il faut vraiment mettre cet argent en vous disant je vais le perdre. Il est parti, ça y est, il est parti, ok? Et parce que voilà, qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas? Dans le pire des cas, vous avez perdu 5% ou 1% de vos investissements. Je pense qu'on est très nombreux à pouvoir supporter ce genre de perte. C'est pas grave, tu vois. Par contre, si vous gagnez,
ça peut faire du x10, du x100. Donc, tu parles de 5% et moi ça me parle beaucoup puisque donc quand j'étais salarié, je m'étais payé une Mini Cooper. Et cette Mini Cooper me coûtait 267 € par mois de prêt en termes de crédit auto, tu vois. Et avec le recul, je me dis, mais quelle connerie, si j'avais investi cet argent-là, alors pas forcément même ne serait-ce que dans les crypto-monnaies, parce que voilà, c'était quand même à l'époque, en 2011-2012, encore très très tôt, mais ne serait-ce que dans les actions, tu vois, même dans les ETF comme tu viens de le partager, le rapport aurait été totalement différent. Ouais. Et effectivement, commencer le plus tôt possible est quand même quelque chose d'hyper intéressant, et notamment tu parlais d'allocation. Je suis totalement d'accord qu'une petite partie de crypto-monnaie est quand même à l'heure d'aujourd'hui quelque chose d'hyper important. Et tu vois d'ailleurs que les institutions financières s'y mettent aussi là, depuis que les Bitcoin ETF ont été approuvés aux États-Unis en début d'année. Maintenant, les institutions financières, leur message, c'est mettez 1% en Bitcoin. Parce qu'ils ont le même raisonnement, ils ont raison. D'ailleurs, honnêtement, ils s'y sont mis un petit peu tard. Bon, en fait, c'est aussi parce qu'il y avait eu l'agence régulatrice, la SEC aux États-Unis, a freiné des cas de fer. En fait, ça fait longtemps qu'ils ont cette réflexion. C'est pour ça qu'ils voulaient mettre en place des ETF Bitcoin. Mais c'est logique, en fait, d'avoir ce pari asymétrique. Ouais. Mettre 1%, mais c'est rien du tout. Enfin, je veux dire, tout le monde peut se permettre de perdre 1% de ses investissements. C'est pas grave, tu vois. Mais si derrière ça fait x10, d'un seul coup, tu passes à 10% de tes investissements qui sont en Bitcoin, tu vois, c'est énorme. Bien sûr. Donc si je comprends bien, à l'heure actuelle, toi, tu as deux portefeuilles, on va dire, sur les marchés financiers. Tu as un portefeuille ETF et un portefeuille sur les crypto-actifs, crypto-monnaies. Alors non, les cryptos, j'investis directement et je fais du self-custody, donc c'est directement stocké sur ma clé. Je pense que la plupart des gens devraient avoir ça. Vous n'avez pas besoin de passer par un tiers. C'est tout l'avantage des cryptos. Enfin, c'est un des grands avantages des cryptos. Vous n'avez pas besoin de les laisser sur un échange ou de passer par un custodial, comme on dit. Donc, quelqu'un qui va garder ça pour vous. Vous pouvez littéralement stocker ça chez vous. Alors, il faut apprendre à le faire. Il faut que vous appreniez à utiliser ce qu'on appelle un hardware wallet, donc un portefeuille matériel. Mais c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez acheter un Ledger par exemple et vous utilisez le Ledger Live et vous êtes déjà super sécurisé. Il faut faire attention aux mots. Le Ledger va vous donner 24 mots-clés quand vous créez, quand vous l'utilisez pour la première fois. Il faut les noter, pas les stocker au même endroit, les séparer, etc. Si quelqu'un les trouve, c'est fini, il a accès à toutes vos cryptos. Donc, vous pouvez même rajouter un mot de passe au-dessus de ces 24 mots. Donc, c'est ça qui est génial. À la limite, là, vous pouvez faire ça et la personne qui tombe sur les 24 mots, elle ne pourra rien faire avec. Il faudra aussi avoir votre mot de passe. Bon, voilà, il faut étudier un petit peu la chose. Moi, je recommande le self-custody. Après, si ça vous paraît trop technique et compliqué, vous le laissez sur un échange qui a une bonne réputation comme Kraken ou Coinbase. Et puis, ça fera le job. Mais c'est quand même dommage de ne pas faire de self-custody quand on fait de la crypto. Je suis d'accord et surtout que je trouve que, si on peut parler de Ledger, mais je trouve qu'ils font quand même un travail exceptionnel sur la vulgarisation et l'accessibilité technique. Il est vrai qu'à l'époque, moi je me suis intéressé aux crypto-monnaies en 2017. J'avais acheté une clé Ledger. Enfin, dans les débuts, tu ne comprends pas forcément trop comment ça fonctionne. Mais franchement, maintenant, c'est vraiment accessible à tout le monde. Le prix est ridicule par rapport à la sécurité que ça peut apporter à long terme. Mais effectivement, comme tu l'as dit justement, Olivier, faire attention à ces fameux 24 mots. Même si on peut les enfermer, je crois que même Ledger vend une petite boîte où tu peux les enfermer, qui peut résister au feu et tout ça. Ouais, un truc en métal où même s'il y a un incendie chez toi, même s'il y a une inondation, ça résiste. Et voilà. Mais idéalement, je ne recommande pas de mettre les 24 mots au même endroit parce que s'il y a un voleur qui a accès à ça, il a accès à tout, tu vois. À moins que tu aies mis un mot de passe supplémentaire. Je recommande plutôt de mettre 12 mots dans un endroit, 12 mots ailleurs, tu vois, dans un endroit. Donner un tiers de confiance, par exemple. Idéalement même dans un autre pays, et puis comme ça, tu es tranquille. Et tu parlais d'autres types d'investissements. Est-ce que tu as très, en quelques mots, tu parlais d'immobilier. Est-ce que tu fais un peu de private equity voilà. Quels autres types d'investissements, si on devait diversifier un petit peu, tu peux nous en parler ? Ouais, j'ai pas mal tenté l'immobilier, mais je déteste ça, vraiment, je déteste ça, c'est pas pour moi. Donc, ouais, on parlait de psychologie, c'est très important d'avoir une stratégie d'investissement qui colle à votre psychologie. Moi, j'ai pas la psychologie pour faire de l'immobilier, par contre, j'ai la psychologie pour faire de la bourse. Et peut-être que vous, c'est exactement l'inverse, il n'y a pas de problème, il faut en avoir conscience et il faut tester un petit peu pour comprendre ça.
Et donc, je garde juste un petit peu d'immobilier, les appartements les moins casse-pieds que j'ai, parce que je pense quand même que c'est un mal nécessaire. D'accord ? Et l'idée, c'est que quand j'aurai remboursé les prêts, ça fera aussi de l'argent qui arrivera tous les ans et qui permettra d'avoir un revenu, quoi, qui soit indépendant. L'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier quand même. Tu vois. Et au-delà de ça, donc oui, je fais du private equity, mais c'est plus dans une démarche de philanthrope que d'investisseur, parce que voilà, j'ai investi dans plusieurs startups directement ou via les incubateurs, mais je le fais plus parce que voilà, ça me fait kiffer d'aider certains projets, de participer à certains projets. Je le fais vraiment sans attente de rentabilité. Si derrière une rentabilité, je suis pas contre, je suis content. Par exemple, j'avais fait x11 en investissement en investissant dans Stripe en 2015. Donc ça, c'est sympa, ça se prend, tu vois. Mais au final, ça finance les pertes que tu as avec les autres startups parce que quand tu fais toujours ce qu'on dit, effectivement, des startups comme ça. Oui, en gros, les chiffres classiques, il y en a 1 sur 10 qui va cartonner, 2 sur 10 où tu vas récupérer un peu ton argent et toutes les autres, tu vas perdre ta thune. Donc, en fait, c'est surtout sur celle qui a cartonné que tu espères gagner plus que ce que tu as perdu, en fait. Et tu as fait des erreurs, si on parle d'investissement au global, que tu pourrais partager à ceux qui nous écoutent, des choses qu'avec le recul, tu dis merde, je le referai plus, quoi. À part ne pas avoir investi dans le Bitcoin plus tôt, mais comme tout le monde, n'est-ce pas à part ne pas avoir investi dans le Bitcoin plus tôt. C'est une erreur qu'on a tous fait, sauf quelques élus. Donc, écoute, oui, pendant longtemps, j'ai suivi en fait un peu bêtement, en même temps, je me formais, tu vois, mais un conseil qu'on retrouve souvent dans les investisseurs passifs classiques, tu vois, c'est de mettre ton âge en pourcentage d'obligations d'État. Ça veut dire que quand tu as 20 ans, tu mets 80% dans des actions et 20% dans des obligations d'État. Quand tu as 40, 60, 40, etc. Et l'idée, pourquoi c'est à la base cette stratégie, c'est que plus tu te rapproches de l'âge de la retraite et moins tu veux de volatilité. Tu vois, et bon, la bourse clairement est plus rentable que les obligations d'État, il n'y a pas photo, mais c'est beaucoup plus volatile et comme on l'a dit, il y a des années où ça fait moins 30, moins 50. Alors, il faut comprendre qu'avec la stratégie des 4%, l'année où il y a un crack à moins 50, vous prenez 4%, vous avez 2 fois moins que l'année d'avant. Il faut comprendre ça aussi. Donc, il faut être prêt à pouvoir encaisser ce genre de volatilité aussi dans votre revenu avec la stratégie de 4%. D'accord ? Donc, il y a peut-être une année où vous allez vous serrer un petit peu plus la ceinture, par exemple. Ou alors, vous allez piocher dans votre réserve d'urgence. Mais il faut comprendre ça. Mais voilà, comme beaucoup de gens n'ont pas forcément, planifient pas autant, tu vois, c'est pour ça que les stratégistes disent toujours d'ailleurs, plus vous rapprochez de l'âge de la retraite et plus vous mettez dans les obligations. Le problème de ça, c'est que déjà dans les années 2010, les obligations ça rapportait rien. Il y a même eu un moment, il y a eu des intérêts négatifs, c'était n'importe quoi. Et pour moi, je pense que c'est de moins en moins pertinent d'avoir cette approche parce que ça rejoint les indicateurs que je partageais au début. Les États, de manière générale, à part quelques exceptions comme la Suisse, mais c'est les exceptions qui confirment la règle, sont de plus en plus endettés, ont en plus un coût de la dette qui augmente en ce moment parce que les taux d'intérêt remontent, font des promesses, ils font les mêmes promesses que celles qu'ils faisaient dans les années 70 alors qu'ils n'ont plus les moyens de les tenir en fait. Et tu dis que là, de plus en plus, même pour des pays comme les États-Unis, il y a un risque non négligeable qu'à un moment, il y a un défaut sur la dette. C'est-à-dire que peut-être pas, je ne dis pas que ça va arriver demain, mais il y a des pays occidentaux majeurs qui vont plus être capables de rembourser leurs dettes. Ou qui, pour payer leurs dettes, vont avoir recours à l'inflation. Et l'inflation, ça vous vole. Parce que si vous avez une obligation d'État qui vous rapporte 2% par an et que l'inflation dans la monnaie de cette obligation, c'est 5%, dans les faits, vous perdez 3% par an. En fait, on voit que les marchés deviennent de plus en plus fébriles par rapport à leur prêter de l'argent, ce qui est flippant. Donc, je pense, étant donné tous ces éléments, je pense que ça fait plus de sens en fait d'acheter des obligations d'État. Il vaut mieux mettre tout dans un ETF World et peut-être 95% dans un ETF World et 5% dans les cryptos. Et en plus, on voit que les cryptos deviennent une classe d'actifs à part entière. C'est tout ce qui est arrivé avec les ETF Bitcoin. Il y a l'ETF Ethereum qui va probablement arriver cette année aussi, ça va être la même chose. Donc, on voit les obligations d'État qui sont perçues de plus en plus comme risquées. Au même moment, il y a une nouvelle classe d'actifs qui arrive.
C'est intéressant quand même. On est vraiment à quelque chose d'unique dans l'histoire. Pour l'instant, on n'avait pas vu ça avant. Donc, les manuels là, d'histoire peuvent pas nous renseigner. Hein, on dit souvent l'expérience, c'est une lampe qui nous éclaire dans le dos. Et là, on peut voir qu'effectivement, c'est le cas. Donc, c'est assez difficile de prédire ce qui va se passer. Mais moi, personnellement, je n'ai plus confiance dans les États, dans la plupart des États pour rembourser leurs dettes. Donc, comme j'ai la psychologie pour encaisser la volatilité, je fais ça. Encore une fois, ça va dépendre de votre psychologie. Si vous n'êtes pas capable d'encaisser la volatilité, c'est pas pour vous cette stratégie, d'accord? Mais je pense que c'est pas si dur de l'avoir. Il faut juste, encore une fois, considérer que quand il y a un crack, c'est les soldes. Et pareil en crypto d'ailleurs, hein, quand il y a un crack, c'est les soldes. On te sent très serein en fait vis-à-vis des marchés financiers et de ta stratégie et de comment tu as fait les choses. Ce serait intéressant de partager ça, de sorte de recommandations pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu ferais concrètement si tu devais repartir de zéro à l'heure actuelle pour créer cette fameuse stratégie? Ah bah, je ferais pareil. C'est-à-dire, mon erreur, ça a été d'investir dans les obligations pendant des années parce que je suivais un peu bêtement les conseils que j'avais vus. Donc aujourd'hui, je ferais ça. Je mettrais 95% en ETF, 5% de crypto. Si j'aurais un appétit de risque un peu plus élevé, peut-être que je ferais 90 ETF, 10% de crypto. Imaginons, tu vois, un salarié qui gagne le salaire médian, je crois qu'il a 2 000 € par mois net. Si tu devais vouloir sécuriser ta vie, tu vois, ce serait quoi le process d'Olivier? Clairement, là tu es vachement plus limité. Alors déjà, je ferai attention à ne pas avoir de dépenses qui sont inutiles. J'utiliserai ce conseil que je trouve excellent qui est de se payer en premier. Ça veut dire que dès que vous touchez votre salaire, hop, vous mettez 10% immédiatement en investissement. Vous n'attendez pas la fin du mois pour voir ce qui vous reste et pour voir ce qui vous investir. Ça ne marche pas. En général, il ne va rien vous rester. D'accord? Donc, vous mettez immédiatement de côté 10%. Et d'abord, l'idéal, c'est de se créer un fonds d'urgence. Donc, idéalement, il faut 6 mois dans un fonds d'urgence, c'est ce qui est recommandé. Après, ça va être un peu long de constituer ça quand on gagne 2 000 € par mois. Donc, peut-être commencer par 3 mois. Mais voilà, au début, donc, je me verse 10% dès que je reçois le salaire. Je mets 5% dans le fonds d'urgence, 5% dans ETF et crypto. Voilà, avec cette répartition 95-5. Et à côté de ça, j'essaie de me constituer une source de revenus complémentaire. Notamment via l'entrepreneuriat web. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des manières les plus simples de se constituer un complément de revenus, c'est de créer un petit business sur le web parce que ça ne demande pas beaucoup de capital, voire zéro capital. On peut se former avec plein de choses. Vous pouvez vous faire quelques centaines d'euros par mois. Donc ça, c'est toujours ça de prix et vous allez pouvoir en investir une partie, etc. Et pourquoi pas après en faire un business à part entière. C'est ce que je ferais personnellement. Ouais, l'idée c'est de créer sa vache à lait qui est la face, on va dire, visible de l'iceberg et ensuite d'avoir une stratégie justement d'investissement qui permet de sécuriser sa vie dans la durée. Quel est le dernier conseil, Olivier, que tu pourrais partager pour celles et ceux qui nous écoutent? Peut-être quelque chose que tu n'as encore jamais partagé en interview ou quelque chose qui pourrait clôturer en beauté cette émission? Alors, quelque chose que je n'ai jamais partagé là, je t'avoue que je n'ai pas vraiment d'idée. Écoute, moi j'aime bien finir mes interviews avec un appel à l'action, et un vrai appel à l'action, tu vois. C'est-à-dire que… ouais, t'aimes bien les challenges, toi bah aussi. Ouais, j'adore. Ouais, tu sais, j'ai lancé plein de challenges. Moi, j'adore lancer des challenges aux gens dans la vie, tu vois, c'est un peu mon kiff. Puis je trouve que ça les fait avancer, tu vois. Et j'aime bien qu'on lance des challenges aussi. Oui, parce que, entre guillemets, ce que les gens ne savent pas, c'est que Olivier et moi, on est très amis, très copains et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a plein d'anecdotes aussi en commun. Bah, le challenge que je vous donne, tiens, voilà, vous qui nous écoutez toujours, si vous êtes toujours là, on peut même se tutoyer parce que là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble à peu près. Si tu es toujours là, c'est normalement que ça t'a un minimum intéressé, sinon tu serais parti depuis longtemps. Donc, pour que ça ne soit pas juste de la culture générale, mais pour que tu puisses développer des compétences à partir de cette interview, prends une action que tu peux mettre en place dans ta vie et que tu as tiré de cette interview, puis mets-la en place. Tu vois, et ça n'a pas besoin de quelque chose qui va chambouler ta vie. Ça peut être une petite expérience comme celle que j'ai faite avant de créer ma première entreprise à 19 ans. Mais voilà, est-ce que tu vas mettre en place une expérience pour créer un business web? Est-ce que tu vas commencer à te payer en premier en te payant 10% par exemple dès que tu touches ton salaire? Est-ce que tu vas t'intéresser et commencer à étudier Bitcoin, Ethereum? Est-ce que tu vas commencer à ouvrir un compte chez un broker et investir dans un ETF World par exemple, etc., etc. Choisis juste une action et tu n'es pas obligé de la faire pour le reste de ta vie. Ok, tu peux juste la tester pendant, je sais pas, les 3 prochains mois. Tu vois ce que ça donne. Tu vois, je te dis pas de comme ça mettre une grosse pression et puis teste et puis vois ce que ça donne.
Merci Olivier, merci à toi pour ton temps, pour cette interview et c'est hyper inspirant puisqu'on voit que peu importe le profil, il n'y a pas besoin de passer énormément de temps derrière les écrans, derrière les graphiques pour se constituer un patrimoine qui grossit au fur et à mesure du temps. Il s'agit juste de passer à l'action et tu viens de donner un challenge hyper intéressant qui va permettre de mettre un premier pied à l'étrier entre guillemets et c'est souvent cette première action qui amène à améliorer ses connaissances d'éducation financière et de sécuriser sa vie tout simplement. Donc merci à toi Olivier. On va évidemment mettre le lien de ta chaîne YouTube dans la description. J'espère que cette vidéo et cette émission vous a inspiré ou vous en a préparé plein d'autres à venir et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo.